Et si je vous disais que votre tourte aux champignons, elle a été conçue dans un parking souterrain froid, gris et humide et morose? Si je vous pose la question, c'est parce que bien évidemment, oui, il est possible de faire pousser pleurotes et shiitake dans ces espaces qui n'étaient jusqu'alors occupés que par des voitures à l'arrêt. Cette anecdote, loin d'être anodine, révèle une tendance de fond, celle de la reconversion des parkings souterrains, et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Alors vous vous souvenez peut-être, dans notre dernière vidéo, on était parti 6 pieds sous terre pour aller à la rencontre de nos amis, les vers de terre. Bien cette fois-ci, on va encore retourner dans les profondeurs, mais cette fois parler de cette reconversion des parkings souterrains qui a clairement le vent en poupe. Et je pense que vous savez très bien pourquoi, dans toutes les villes de France, d'Europe ou d'ailleurs, les politiques mettent en place énormément de choses pour réduire drastiquement la place de l'automobile, et ça a des conséquences inévitables et assez logiques sur le nombre de voitures en stationnement dans les parkings résidentiels comme dans les parcs de stationnement privés. À l'échelle nationale, la fréquentation des parkings privés serait en baisse de 2 à 7% par an. Et à Paris, la chute atteindrait même les 30%. Et encore, ça c'était les chiffres de l'avant-Covid. Des chiffres comme ça, on pourrait en trouver des centaines de milliers qui racontent tous à peu près la même histoire. Mais il y en a un qui retient tout particulièrement mon attention. Le taux d'occupation des parkings privés tournerait autour de 50% seulement. Alors 50%, ça peut paraître énorme, je sais, et on va pas se mentir, ça l'est, mais en réalité ça s'explique assez facilement. Les parkings, comme toutes les infrastructures de mobilité, elles ont été dimensionnées pour absorber les pics de charge, c'est-à-dire pour permettre que tout le monde trouve une place quand tout le monde cherche une place. Le problème, c'est que ça laisse énormément de places disponibles, et la question se pose donc en un mot, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace ? Depuis quelques années, dans notre veille urbanistique, on voit pas mal d'initiatives qui essayent de réinventer les usages du parking souterrain. Alors c'est souvent porté par les gestionnaires privés de parking, ou alors par des gros promoteurs immobiliers qui possèdent pas mal de biens, comme par exemple la SNCF. La première tendance, c'est un peu la plus évidente et c'est pas la plus intéressante, donc je vais pas forcément m'appesantir là-dessus. C'est d'ailleurs même pas de la reconversion à proprement parler, il s'agit juste d'adapter les usages du parking à la réalité de ce qu'on observe en surface au niveau des utilisations de modes de transport. On va donc remplacer de l'espace automobile par des zones de stationnement, par exemple pour des vélos, voire des trottinettes, ou alors pour des voitures en partage ou des voitures électriques. Simple, basique, là encore pas très intéressant, donc on va vite passer à autre chose. Avec la deuxième tendance, on rentre déjà un peu plus dans ce qui m'intéresse, même si on reste quand même très cantonné au monde de l'automobile. Il s'agit de transformer les parkings en grandes zones logistiques à destination des quartiers environnants. À Paris, on a par exemple le cas du parking de la dalle Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement, qui a été adapté pour accueillir chaque jour 8000 colis qui arrivent par des gros camions et qui repartent à destination des habitants du sud-ouest parisien. Là où ça devient vraiment intéressant, et là où j'ai envie de m'éterniser un peu, c'est quand on réinvente les usages de la logistique avec cette réinvention des usages du parking. C'est le cas du projet L'immeuble inversé, l'un des lauréats du concours Réinventer Paris 2, qui a été imaginé et qui devrait bientôt sortir de terre dans l'un des parkings un peu chelous de la rue du Grenier-Saint-Lazare, là encore à Paris. Comme son nom l'indique, le projet vise à créer une forme de continuité entre le sol et le souterrain, avec notamment une conciergerie de quartier en surface qui sera chargée de faire le lien avec les riverains. L'idée, c'est de transformer les 6 niveaux de stationnement souterrain en espaces de logistique, oui, mais principalement à destination des petits commerces environnants et des habitants du coin. Les petits commerçants pourront ainsi avoir accès à des entrepôts, des mini-entrepôts dans lesquels ils pourront ranger leurs invendus, leurs stocks ou bien les colis en attente qui pourront ensuite être livrés à pied ou à vélo aux habitants du coin. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'ils pourront ranger leur matos de terrasse, les parasols, une fois que les beaux jours se terminent, et ça fait écho à une tendance qu'on a observée avec la dernière crise sanitaire, ces fameux parklets, ces terrasses modulaires qui se sont installées l'été dernier et qui sont appelées à se multiplier dans les années à venir. Et on voit bien comment ce type de projet de parking souterrain réinventé peut coïncider avec ce qui se passe en ce moment dans l'air du temps. La troisième tendance, c'est la plus fancy, c'est évidemment celle dont on parle le plus dans la presse généraliste, c'est celle que j'ai mobilisée en introduction, c'est l'idée qu'on peut transformer les parkings souterrains en tout ce dont on peut rêver. Des galeries d'art, des zones de paintball, des cinémas, des data centers ou encore des fermes urbaines, comme par exemple le projet La Caverne, cette fameuse champignonnière située dans un des parkings de la SNCF
dans le 18e arrondissement de Paris. Donc il fallait un endroit et les friches urbaines, aujourd'hui, elles se trouvent plutôt dans les sous-sols. Nous, en s'implantant sous un HLM, aujourd'hui, le but, c'est d'employer des gens dans le quartier qui est discriminé socialement et économiquement. On cultive des produits qui sont traditionnellement cultivés en souterrain, donc en l'occurrence des champignons et des endives. Le grand défi de la transition écologique des villes, ça va être de réparer toutes les erreurs qui ont été commises par le passé, et notamment ce surdimensionnement des infrastructures de mobilité. À une époque où on pensait que les ressources étaient illimitées, on a assez déconné, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, il faut aller corriger tout ça, petit bout par petit bout, en adaptant, en transformant les usages de ce qu'on peut garder vacant, pour essayer de les adapter à ces nouveaux besoins qui émergent en surface. On pourrait mettre ça en résonance du prix Pritzker qui vient d'être décerné aux architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Deux professionnels extrêmement intéressants dans leur approche de la réhabilitation, notamment des logements sociaux, puisque tout leur point de vue est de dire qu'on peut améliorer les conditions de l'existant sans forcément démolir et reconstruire. Et à mon avis, il se passe quelque chose de très important, de fondamental, même si ça ne concerne que des parkings souterrains, des objets un peu oubliés dans l'espace urbain, eh bien je pense que ça méritait une vidéo. Je vais m'arrêter ici, vous l'avez compris, mais vous pouvez bien sûr partager votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse d'en savoir plus sur vos avis et vos positionnements. Vous pouvez lâcher un pouce, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci et à bientôt. Go!